Je vais vous parler de Michel Houellebecq et plus spécifiquement d'un téléfilm qui s'appelle L'Enlèvement de Michel Houellebecq qui date de 2014. Alors cet été, alors que les remous liés à la parution de Soumission quelques mois plus tôt tendaient à s'estomper, Michel Houellebecq a de nouveau défrayé la chronique. Non content de dénigrer et de décréter non autorisé le travail de la journaliste Ariane Chemin, qui lui consacrait une vaste enquête en 6 épisodes dans les pages du prestigieux quotidien Le Monde, Houellebecq a en effet, en guise de représailles quelque peu paradoxales, accordé au Figaro Magazine, un hebdomadaire de grande diffusion ne partageant pas vraiment la même ligne éditoriale que Le Monde, 5 rencontres exclusives. Outre ces 2 séries d'été concurrentes que leur ancrage dans la presse généraliste destinait à un large public, Houellebecq s'est encore retrouvé sous le feu des projecteurs à la fin du mois d'août, grâce à un passage quelque peu imprévu, parce qu'indépendant de toute actualité littéraire, dans l'émission d'Infotainment à grande audience, On n'est pas couché, animée par Laurent Ruquier. Passage précédant de peu les poursuites judiciaires, finalement amorcées par l'écrivain à l'encontre du Monde. Alors ces quelques péripéties médiatiques que je viens de rappeler brièvement, ainsi que les nombreux commentaires auxquels elles ont donné lieu, illustrent à merveille le devenir de la littérature en contexte contemporain. Auteurs de best-sellers qui cherchent à concilier leur potentiel commercial avec une forme de crédibilité symbolique, Michel Houellebecq s'est peu à peu métamorphosé au cours de sa carrière, qu'il l'ait voulu ou non, en produit culturel de masse. Son omniprésence médiatique s'expliquant notamment par sa capacité à sonder les angoisses de son temps, par sa facilité à attiser la polémique, et enfin par la nature protéiforme de ses activités, puisqu'il cumule les casquettes de romancier, de poète, d'essayiste, de chanteur, de musicien, de photographe, d'acteur, de réalisateur, de commissaire d'exposition et de critique d'art. Je pense avoir été plus ou moins exhaustif. Houellebecq s'impose ainsi avant tout comme un people touche-à-tout, comme une superstar ultra visible, dont il serait facile, en définitive, d'oublier le statut d'auteur. Et c'est à ce titre que le cas Houellebecq semble emblématique d'un certain état du champ littéraire. Théâtre de bouleversements technologiques qui se traduisent notamment par une prolifération inédite d'images, l'extrême contemporain s'ingénie en effet à ébranler, voire à relativiser, les privilèges autrefois dévolus à l'écrit et au verbal dans le déploiement du fait littéraire, ce qui ne va pas sans affecter irrémédiablement les modalités selon lesquelles s'opèrent les actes de création, de réception, mais également la conservation et la transmission des œuvres ainsi produites. Alors, l'expérience littéraire telle qu'elle se module aujourd'hui rompt ainsi en partie avec cette littérature absolutisée, cette littérature en majesté, dirait Dominique Magnaud, qui guidait les usages et les représentations depuis l'avènement de l'âge romantique à la fin du XVIIIe siècle. Désacralisée par son inscription dans l'économie spectaculaire qui régit la production culturelle contemporaine, sévèrement concurrencée et privée de l'emprise symbolique qu'elle exerçait jusqu'à il y a peu sur l'ensemble des arts, la littérature compose désormais, comme pratique artistique parmi d'autres, avec l'importance croissante prise dans nos sociétés par le paramètre audiovisuel. En matière de notoriété des personnes, ce renversement coïncide avec l'avènement d'un régime nouveau, cartographié par la sociologue Nathalie Heinisch et caractérisé, selon ses dires, par le glissement d'une forme conventionnelle de célébrité centrée sur le nom à ce qu'elle appelle la visibilité, qui associe au nom un visage. Cette situation, note Heinisch, ne va pas sans exercer une influence profonde sur les mœurs du champ littéraire. Alors que celui-ci tenait autrefois la visibilité pour, je la cite, une anti-valeur, eh bien l'écrivain contemporain s'avère de plus en plus amené à s'exposer et partant à contester, je la cite à nouveau, le discrédit autrefois attaché à la visibilité dans le monde littéraire. À l'instar de n'importe quel autre individu doté de certains talents ou compétences en attente de reconnaissance, l'écrivain contemporain offre son corps et son visage en pâture plus souvent qu'à son tour. En effet, dans l'environnement médiatique saturé qui caractérise l'époque contemporaine, les certificats d'excellence ne s'accordent pour la plupart qu'aux écrivains consentant à soutenir leur texte en se montrant. En d'autres termes, ainsi que le professait déjà Philippe Lejeune en 1980, je le cite, « On consomme aujourd'hui l'image et la voix de l'auteur, souvent avant d'avoir lu une seule ligne de lui. C'est l'ère des écrivains pipolisés, selon un mot de Sylvie Ducas, et de la littérature publicisée, selon le mot de Bernard Lahire. »
Alors, bien que cette configuration particulière de l'institution littéraire dont Houellebecq paraît exemplaire renonce partiellement sur certains plans à la doxa romantique, elle la prolonge à d'autres niveaux. Par exemple, en insistant sur la dimension nécessairement spectaculaire de l'activité littéraire. L'impératif de visibilité qui assujettit les écrivains aujourd'hui ne fait en effet qu'accentuer un état de choses dont José Luis Diaz a montré qu'il était en vigueur depuis la fin du XVIIIe siècle. C'est à ce moment, affirme Diaz, alors que naît l'autorialité moderne caractérisée par la recherche de l'originalité, l'affirmation de la singularité et la poursuite individuelle de l'authenticité, c'est à ce moment donc que l'écrivain se convertirait, je le cite, en personnage public engagé dans un processus de théâtralisation et faisant de sa vie une œuvre. De fait, performeur en représentation, l'écrivain actualise par ses comportements des modèles, des schèmes prélevés sur un répertoire historique de conduites auctoriales possibles. En ce sens, l'écrivain ne saurait paraître et exister sur la scène sociale sans sa persona, sans ce masque de comédien qui se confond avec sa face publique et dont le modelage dépend pour une part non négligeable de l'ensemble des médiateurs qui assurent la cohésion du champ littéraire. Je pense en premier lieu aux médias, mais également aux lecteurs, aux éditeurs, aux universitaires, etc. L'écrivain qui consent à paraître ne fait donc en définitive, avec toute l'ambiguïté que cette expression recèle, que se produire, comme on le dirait d'un comédien, s'exposant dans des rôles définis collectivement à des bouleversements réellement vécus. Du poème, Valéry disait qu'il était hésitation prolongée entre le son et le sens. De la visibilité de l'écrivain, on pourrait dire qu'elle ouvre un autre type d'hésitation prolongée, entre l'hypothèse du jeu et une éventuelle, disons, authenticité, ou pour le dire autrement, une hésitation entre le personnage masqué et ce qu'on présuppose comme son envers, la personne. C'est précisément cette hésitation prolongée qu'incarne la trajectoire médiatique de Houellebecq. On le sait, l'écrivain lui-même semble prendre beaucoup de plaisir, depuis ses débuts, à cultiver l'incertitude entre ce qui émarge à la réalité et ce qui relève des diégèses qu'il met en place dans ses romans, ce qui ne l'empêche pas, soit dit entre parenthèses, de se réfugier à l'occasion, à bon compte peut-être, derrière le paravent de la fiction. En 1998, pour la parution des particules élémentaires, Houellebecq posait en couverture des Inrecuptibles, affublé d'une blouse de laborantin que n'aurait pas renié l'un des protagonistes de son roman, un biologiste auquel il donne par ailleurs son prénom, Michel Dzerzhinsky. On pourrait multiplier les exemples attestant ce brouillage systématique. Je vais me contenter d'en mentionner un supplémentaire qui me semble assez déterminant dans le parcours de Michel Houellebecq. En 2001, au cours d'interviews accordées au magazine Lire et Profil, il va reprendre à son compte le discours violemment xénophobe du narrateur de plateforme. Ces propos lui vaudront en 2002 un procès retentissant, initiant le rapport compliqué, le rapport agonistique même, qu'il entretiendra dès lors avec les médias, dont il dénonce avec virulence l'influence néfaste dans le processus de façonnement de son masque, de sa persona. Sur ce point précis, Houellebecq confiait déjà en 2000, à l'occasion de la sortie de son disque Présence humaine, je le cite, « Le décalage entre ce que je lis de moi et ce que je suis est devenu énorme sur certains points. » En 2010, Houellebecq bouclait lui-même la boucle avec La carte et le territoire, roman sacré par le Goncourt, et faisant intervenir un personnage nommé Michel Houellebecq. Le prétexte à une réflexion sur sa propre image publique, que je n'évoquerai pas dans le détail ici. C'est cet alter ego de papier, ce Michel Houellebecq personnage, donc, dont il est impossible d'évaluer précisément la charge fictive. C'est donc cet alter ego que le héros de La carte et le territoire, l'artiste Ged Martin, soupçonne, je le cite, de jouer son propre rôle. C'est-à-dire qu'il le soupçonne, en gros, de se comporter de manière à ratifier son image publique. Alors j'en viens à présent au film de Denis Cloux. Jouer son propre rôle, c'est ce que Michel Houellebecq, le Michel Houellebecq de Chair et d'eau, fait dans L'enlèvement de Michel Houellebecq, un téléfilm réalisé par Guillaume Niclou en 2014. Cet objet cinématographique hybride repose sur une anecdote réelle. Le 13 septembre 2011, des médias belges annoncent la disparition de Michel Houellebecq. Réputé fiable et assidu dans ses contacts avec son lectorat, l'écrivain ne s'est présenté ni aux Pays-Bas ni en Belgique, deux pays qu'il devait visiter dans le cadre de la tournée de promotion de La carte et le territoire. Très vite, la rumeur enfle. La presse relaie l'inquiétude des éditeurs de Houellebecq et on évoque même, sur les réseaux sociaux, l'hypothèse d'un enlèvement par Al-Qaïda. Quelques jours plus tard, l'écrivain réapparaît, mettant un terme aux conjectures, je cite,
J'étais alors en Espagne, je n'avais pas reçu mes billets d'avion pour rentrer en France, et sur place, je vivais sans internet ni téléphone. Tout s'est passé sans que je ne m'en rende compte, disent-ils aujourd'hui. Sur base de cet épisode, Guillaume Niclou va mettre au point un dispositif étonnant et quelque peu paradoxal. En effet, pour raconter sur le mode de la fiction ce qui aurait pu se passer durant ces quelques jours où Houellebecq demeurait introuvable, il va mobiliser des codes hérités du cinéma documentaire. Au départ d'une ossature scénaristique assez réduite, Niclou veille en effet à filmer en continuité et en temps réel, tout en laissant libre cours aux facultés d'improvisation de ses comédiens, qui par ailleurs, ça vaut la peine d'être dit, interprètent tous leur propre rôle, et donc révèlent peut-être aussi, au-delà du jeu, une part d'eux-mêmes, mais comment en être certain? Alors Niclou confesse, c'est un peu le programme de son téléfilm, il confesse avoir cherché à concevoir un récit, je le cite, dont le héros serait Michel Thomas et non Michel Houellebecq, l'écrivain public. En d'autres termes, l'enlèvement de Michel Houellebecq s'emploie explicitement à capter non pas la figure médiatique, mais bien l'individu, l'être civil, la personne, c'est-à-dire ce qui est supposé se tapir derrière le masque, derrière la persona. L'argument qui structure le film est simple. L'écrivain Michel Houellebecq est enlevé par 3 malfrats, aussi désorganisés que fervents adeptes du combat rapproché. Dans l'attente du versement d'une rançon qui tarde à être payée, Houellebecq apprend à connaître ses ravisseurs et les parents de l'un d'eux, chez qui il est détenu. Alors pour l'essentiel, le film de Niclou relate donc une captivité dont les motifs vont rester obscurs. Autrement dit, ce film fait peu de place au mouvement, et il se concentre sur le piétinement et sur les temps morts. L'enlèvement lui-même n'a d'ailleurs rien de spectaculaire. Alors Houellebecq, dans ce film, est montré au travail, en train d'écrire, mais seulement très brièvement. C'est vraiment pas le cœur du propos de Niclou. La majeure partie de l'action marche plutôt au petit marasme de l'existence quotidienne dont l'écrivain s'est fait l'analyste détaillée dans ses textes. À cet égard, en dépit du programme qu'il s'est fixé, Niclou reconduit dès les premiers plans de son film l'image de la figure publique telle qu'elle s'est largement diffusée, notamment dans les médias. Houellebecq apparaît en être banal et solitaire, reclus au sommet de sa tour surplombant le Chinatown parisien, snobé par les taxis, comme ici, errant dans les rues comme n'importe quel quidam, et s'épongeant le nez d'un revers de main bien peu élégant. À l'encontre de la doxa romantique, la revendication par Houellebecq depuis ses débuts en littérature de sa platitude et de sa médiocrité constitue paradoxalement le cœur de sa légende ou de son mythe, c'est-à-dire que la revendication de cette platitude, de cette médiocrité, constitue en définitive ce qui le singularise malgré tout et ce qui le rend immédiatement reconnaissable. La silhouette fatiguée, avachie, quelconque et l'allure négligée qu'il présente aux caméras de Houellebecq réactivent à ce titre le souvenir de certaines de ses interventions télévisées. On retrouve ici la même démarche empruntée, le même débit vocal apathique, la même léthargie résignée, la même tabagie frénétique et le même goût de l'alcool, la même laideur assumée également, pour reprendre une expression de Jérôme Mézot. Très tôt dans le film se trouve également évoquée, à 2 reprises, la question des médias, que Houellebecq, je l'ai dit, vilipende fréquemment, et dont il disait encore tout récemment dans le Figaro magazine, ça ne manque d'ailleurs pas piquant, puisqu'il vilipende les médias dans les médias, dont il disait donc qu'ils étaient le véritable inconvénient de la célébrité. Que les médias occupent une place de choix dans les premières minutes du film de Niclou n'a rien d'un hasard. Dès l'enlèvement, tout se passe effectivement comme si les ravisseurs personnifiaient cette sphère médiatique dont l'écrivain voudrait se passer dans l'élaboration de sa persona, mais dont il est dépendant qu'il le veuille ou non. Son emprisonnement prend alors un tout autre sens. Ce qui retient Michel Houellebecq captif, si l'on fait crédit à cette lecture, c'est sa propre mise en visibilité massive, à laquelle il consent certes, mais qui reste fondamentalement affaire d'interaction, c'est-à-dire négociation dont l'issue incertaine est source de bien des soucis pour l'écrivain. Cette séquence cruciale dans le développement du film offre de la destinée médiatique de Houellebecq une sorte de synthèse. Le shooting improvisé par les malfaiteurs s'appréhende ainsi comme un simulacre de séance photo promotionnelle, ce que souligne la présence d'un exemplaire de Libération dont Houellebecq a fait plusieurs fois, au moins 3, la couverture. Pour l'instant, à ce stade du film, les ravisseurs ont l'initiative. Ce sont eux, aussi influents à ce titre que les acteurs du champ médiatique dont l'écrivain a dénoncé les pouvoirs à plusieurs reprises, ce sont eux donc qui vont lui dicter ses comportements et qui vont modeler son image.
on exige de lui qu'il regarde l'objectif, on exige de lui également qu'il éteigne sa cigarette, injonction typique d'une époque qui, dans les images qu'elle diffuse, réprouve de plus en plus le tabagisme, aux grandes dames de Houellebecq d'ailleurs, qui a déjà pris plusieurs fois position sur le sujet dans les médias. Certains traits étroitement associés à la persona, à la figure publique de Houellebecq, font également dans cette scène l'objet d'un rappel. Sa fiabilité, notamment, évoquée dans la presse à l'époque de sa supposée disparition. Quant à la stratégie de la laideur assumée, que j'évoquais tout à l'heure, dont parlait Jérôme Mézot, Houellebecq la décline ici sous la forme d'une espèce de jubilation face à la dégradation de sa propre santé. Le traitement de son glaucome, ses douleurs aux oreilles font écho à ce qu'il a déjà pu dire ailleurs, par exemple de son eczéma dans La carte et le territoire. Il y a de longs développements sur ces crises d'eczéma dans La carte et le territoire. Si elle semble totale, la mise en visibilité mobilise ici des éléments qui relèvent déjà de la persona de Michel Houellebecq. La suite de la séquence confirme cette impression. Dans la chambre, lieu de l'intimité par excellence, Houellebecq s'affirme à nouveau parasité par sa persona. On n'assiste pas dans ses plans au coucher d'un homme laissant tomber le masque, mais bien à une nouvelle comédie, à une énième mise en scène de soi. Houellebecq fume de l'étrange manière qui caractérise, la cigarette mollement maintenue entre l'annulaire et le majeur, il boit, et surtout, il porte ses vêtements fonctionnels, parka et chemise bleue, dont on sait qu'ils ont, en tant qu'accessoire, contribué à façonner sa légende. Voici donc la fameuse parka qu'il portait déjà en 2008. On le retrouve avec sa parka et sa capuche alors qu'il va réceptionner le prix Goncourt au fameux restaurant de Rouen. On le retrouve ici à nouveau avec cette parka. Alors la chemise bleue, ben voilà, il porte systématiquement ce type de chemise. Là encore pour la réception du Goncourt, plus récemment. Et encore plus récemment. Donc au passage, vous voyez aussi la métamorphose physique du personnage qui, entre 2010 et 2014, s'est considérablement enlaidi, a pris un sacré coup de vieux, on va le dire comme ça. Ça ne manque pas de fasciner les médias, à tel point qu'un journaliste du Monde qui s'appelle Michel Guérin a consacré un article à cette transformation physique tout à fait étonnante. Alors, en d'autres termes, le projet de Guillaume Niclou paraît voué à l'échec. Houellebecq n'existe ici qu'en tant que personnage, façonné en partie par cet espace médiatique qui le retient littéralement en otage, enchaîné, rivé à sa propre image. Sans médias, pas de persona, pourrait-on dire, et sans persona, pas de voix, c'est-à-dire pas d'œuvre. Telle est en définitive la captivité de Michel Houellebecq, telle est sa véritable dépendance, sans doute bien plus piégeuse que l'alcool et le tabac. Cette scène a pour objet l'essai que Houellebecq a consacré à Lovecraft, comme je l'ai dit, et en gros, elle est articulée autour d'une méprise, cette scène. Le texte que Luc, le ravisseur, mentionne n'est pas de Houellebecq, mais il est bien de Stephen King, qui signait là une préface honorant le travail de Michel Houellebecq sur Lovecraft. Alors cette scène, elle rejoue en quelque sorte les désaccords et les mésententes interprétatives parfois violentes qui ont jalonné le parcours médiatique de Michel Houellebecq, personnage public selon les mots d'un ravisseur, qui, entre deux bouchées de poulet, livre sans doute le fin mot de toute cette histoire. Je le cite. Tout est faux dans la biographie, c'est comme si tu croyais que les journalistes disent la vérité. De fait, le champ médiatique ne fait que participer à la négociation pour l'écrivain d'une image, d'une figure, dont la charge de vérité ne saurait être définie une fois pour toutes. Le rapport compliqué mais nécessaire que l'écrivain entretient avec les médias trouvera un peu plus loin dans le film de Niclou deux autres illustrations. La première, sous les espèces d'une séance de lutte, simulée, c'est-à-dire codifiée, ritualisée, mais engageant néanmoins la vulnérabilité de ses intervenants, et la seconde, sous la forme d'une nouvelle querelle où Michel Houellebecq, significativement affublé d'un masque, essuie à nouveau, dans la fiction de Niclou cette fois, les injures dont la presse, à tort ou à raison, l'a déjà gratifié par le passé, notamment au moment de la publication des particules élémentaires. Dans cette scène, il est notamment traité de facho et de réac, je le cite. Alors, je vais m'attacher à conclure. Le film de Niclou capitalise donc sur la renommée de Michel Houellebecq et sur le pouvoir de fascination que Houellebecq exerce auprès d'un très large public. Entreprenant de contourner le mythe, la légende pour découvrir la personne, l'enlèvement de Michel Houellebecq ne fait pourtant que revivifier ce mythe et cette légende. En 2005, lors d'un passage dans l'émission de Thierry Ardisson, Tout le monde en parle, Houellebecq affirmait « Quoi que je fasse, ce sera perçu comme très très malin. On dira « Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort ce Houellebecq !»
En définitive, tout semble donc faire signe et venir nourrir la persona. La mise en visibilité de Michel Houellebecq a atteint au fil des ans une telle ampleur que même ce qui relève de l'intimité la plus extrême, comme son délabrement physique par exemple, finit par alimenter une posture, une image publique. Vampirisé par un personnage qu'il a contribué à élaborer, mais qui a fini, notamment sous l'influence des médias, par s'autonomiser et s'imposer à lui, Michel Houellebecq se retrouve en définitive dans la situation de la rockstar Iggy Pop, telle qu'il l'a commentée au début des années 2000. Je le cite, « J'imagine bien qu'Iggy Pop existe en vrai, mais je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'il est réel. » Fin de la citation. Un tel doute, évidemment, et je conclurai là-dessus, ne laisse évidemment pas indemne l'idée de l'authenticité personnelle chère au paradigme romantique et le motif contemporain du trésor intérieur qu'il s'agirait de révéler. Voilà, merci de m'avoir écouté. Y a-t-il des questions dans le public? Oui. En quoi c'est différent de Rousseau qui faisait des lectures dans des salons parisiens ou d'Oscar Wilde qui rend des visites en Amérique avec la plus énorme publicité? Enfin, cette présentation de lui-même par l'auteur et par ses... Oh, excusez-moi. Cette présentation de soi-même par l'auteur et par ses éditeurs, ses conseillers, etc., existe depuis longtemps, depuis Rousseau, depuis Oscar Wilde, depuis Dickens qui faisait des tournées. Et je crois que l'auteur, comme personnage public, n'est pas un phénomène purement actuel. Je ne pense pas effectivement que ce soit un phénomène radicalement neuf, mais je pense malgré tout que c'est un phénomène qui a atteint ces dernières années une ampleur énorme, qui n'était sans doute pas la même à l'époque de Rousseau, notamment parce que l'environnement médiatique n'était pas aussi saturé qu'il l'est aujourd'hui. Et donc fondamentalement, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence, mais simplement le phénomène a... Mais ça serait une différence de nombre plutôt que de genre, non? Oui, si, d'ailleurs, les théoriciens qui travaillent sur la notion de persona, sur la notion de posture auctoriale, ne sont pas du tout réticents à l'idée d'appliquer cette idée-là à des auteurs comme Rousseau ou d'autres. Donc je pense pas, en fait, je pense pas qu'il y ait, comment dire, que ce soit quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est pour ça que j'ai parlé notamment du romantisme et de la conversion à partir de la fin du XVIIIe siècle de l'écrivain en personnage, pour montrer justement que c'était quelque chose qui n'était pas radicalement neuf. Merci. Merci, c'est juste pour rajouter peut-être un élément. S'il y a un élément de différence à envisager peut-être depuis Rousseau, et je dirais l'entretien de la mythologie romantique qui s'est prolongé un certain temps, qu'on peut retrouver chez Guillotat sur lequel tu travailles, peut-être qu'une différence majeure chez Houellebecq, c'est cet entretien et cette mise en avant de la banalité, qui est, à mon avis, relativement absent de tout le modèle romantique, disons, pris dans les grandes largeurs, où il y a plutôt mise en avant de l'exceptionnalité. Et en fait, le caractère exceptionnel de Houellebecq tient au fait qu'ils rompt complètement avec ce paradigme en dégonflant la baudruche, en quelque sorte. Je me demande s'il n'y a pas un rapport entre la banalité de l'écriture de Houellebecq qui serait compensée par une autre forme de médiatisation, effectivement, à travers la banalité, mais cette fois, au contraire, traitée comme une sorte de banalité exceptionnelle, si on peut évoquer ce paradoxe-là. Parce que je trouve que l'écriture de Houellebecq, globalement, est quand même très plate, très banale. On a beaucoup parlé de ses emprunts, etc., mais indépendamment de ça, c'est vrai, franchement, on a du mal à s'y intéresser en tant qu'écriture. Donc il y a aussi la banalité du côté du style de l'écrivain. Alors je ne sais pas pourquoi il a été fasciné par Lovecraft, parce que il y a un tel écart entre l'écriture baroque, entre guillemets, pour aller très vite, de Lovecraft, et cette écriture banale. Voilà. Pourtant, lui se vit comme un fils spirituel de Lovecraft, au point qu'il va jusqu'à dire qu'il emprunte à Lovecraft, et je le cite, son style de compte-rendu de table de dissection. Donc pour lui, il y a une véritable filiation entre Lovecraft et sa manière d'écrire à lui. Oui, sauf que ça n'a aucun rapport. L'écriture de Lovecraft est un modèle hérité du XVIIIe siècle et de Johnson ou des gens comme ça. Et c'est une écriture effectivement baroque, en poulet, etc.,
à l'opposé total de ce qu'écrit Houellebecq. Je pense que s'il y a un rapport entre les deux, c'est effectivement du côté du pessimisme, de la désespérance, bon, etc. Mais voilà, enfin bon, ça serait trop long pour en discuter si tu veux à un autre Et moment. du côté de la pratique de l'emprunt aussi, Voilà. il y a peut-être une certaine filiation. Du côté de la pratique de l'emprunt aussi, ouais. Oui, tout à fait. Une intertextualité, alors que, imaginaire ou réel, enfin, dans le cas de Lovecraft. Mais en tout cas, il me semble que la question de la banalité, effectivement, traverse à la fois sa personnalité telle qu'il a construit et son écriture. Il se met à nu, comme vous dites, il cache rien, mais est-ce que justement, c'est pas un personnage qu'il crée depuis des années dans sa tête, qui finalement le vit, mais ce serait un personnage totalement fictif au final? Oui, c'est une incertitude insoluble, parce qu'on ne pourra pas rentrer dans sa tête, donc Ouais. c'est impossible de savoir exactement de quoi il retourne, et c'est pour ça que je parlais d'une espèce d'incertitude maintenue entre la présomption du jeu, évidemment, on peut toujours croire que en fait, tout ça relève de la fabrique, et d'un autre côté, peut-être pas finalement, mais comment le savoir? Ouais, parce que je crois que c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, que sa vie était un... ouais, l'écrivain comme personnage, la vie comme œuvre. Est-ce que ouais, ce serait ça, ce serait genre que toute sa vie en fait tourne autour d'un travail sur lui-même, et en fait... À partir du moment où le soupçon existe, de toute façon, le verre est dans le fruit, quoi. Donc, Ok, ouais, ça va. Oui, et d'autant plus, j'ajoute juste un mot, j'ai vu déjà en fait Mathias évoquer cette question beaucoup plus en détail, et la dimension très construite du personnage était étayée par d'autres arguments. Par exemple, Mathias montrait des photos où on voit que très consciemment, par exemple, il cherche à se rapprocher de Céline, à ressembler de plus en plus physiquement à l'écrivain Céline, y compris depuis qu'il a enlevé son dentier. Enfin, et c'est assez frappant quand on a l'iconographie, quand on le voit qu'il va garder de manière concertée sa blouse et sa chemise. Enfin, je comprends votre souci parce qu'effectivement c'est extrêmement organisé.